À Noël, maman s'est moquée de ma fille, pas ma petite fille. Dehors. Elle a pleuré sous le choc. Je suis rentré en urgence, les serré fort dans mes bras puis ai envoyé un seul message, occupe-toi de tous. Cette nuit-là, 29 appels manqués de maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai répondu par une seule ligne, tu ferais mieux de commencer à prier. Noël dernier, ma mère a regardé ma fille droit dans les yeux et lui a dit, tu n'es pas ma vraie petite fille. Sors d'ici. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Je m'appelle Darinda Palmer, et rien au monde ne compte plus pour moi que ma fille de 11 ans, Sophie. Je pensais m'être habitué à la froideur de ma mère, à ses critiques, à ses comparaisons, à sa façon de ne jamais croire que j'étais à la hauteur. Mais voir ma petite fille, dans sa robe rouge vif, s'effondrer sous ses mots, m'a blessé plus profondément que toutes les insultes que j'avais jamais endurées. J'ai su alors que si ma mère pouvait rejeter sa propre petite fille le jour de Noël, elle pouvait tout rejeter. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je brûlerais tous les ponts, que j'exposerais tous les mensonges, et que je traverserais le feu s'il le fallait pour protéger Sophie. Quand le téléphone a sonné cet après-midi-là, j'ai failli ne pas répondre. Ma mère m'appelait rarement directement, et quand elle le faisait, cela signifiait généralement une critique enveloppée dans la plus mince couche de préoccupation. Mais cette fois, sa voix était étonnamment douce, presque chaleureuse. Elle nous a invités, Sophie et moi, à passer Noël avec elle et mon père dans leur maison à Aspen. Avant même que je puisse y réfléchir, Sophie a tout entendu. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés, et a poussé un cri de joie. Enfin, un vrai Noël en famille. Elle sautillait sur place comme si tous ses vœux d'enfant venaient de se réaliser. La voir si excitée me réchauffait le cœur tout en me troublant. Une partie de moi aspirait à lui offrir ses vacances de cartes postales, avec ses grands-parents, un grand sapin décoré, et des rires autour du dîner. Mais une autre partie se souvenait trop bien à qui nous avions affaire. Ma mère, Evelyne, ne m'avait jamais laissé oublier mes prétendues lacunes. En grandissant, un n'était jamais assez bien. Mes trophées de football étaient considérés comme une fierté de seconde place. Quand j'ai divorcé, elle s'est assurée que tout le monde sache à quel point j'avais déshonoré le nom de la famille. Mon frère Michael, en revanche, ne pouvait rien faire de mal. Il était l'enfant chéri, célébré pour chaque accomplissement, pardonné pour chaque erreur. Alors que Sophie tourbillonnait devant moi, les joues rouges de joie, j'ai senti le vieux nœud dans mon estomac se resserrer. Je connaissais les risques, mais son espoir était si pur, si désespéré d'appartenir à quelque chose, que je n'ai pas eu le cœur de le briser. Contre l'écho de mon meilleur jugement, j'ai dit oui. Plus tard dans la soirée, j'ai annoncé la nouvelle à ma meilleure amie. Elle n'a pas souri. Au lieu de cela, elle s'est penchée sur la table, la voix basse et ferme. Darinda, n'oublie pas qui est ta mère. Sois prudente. Ces mots se sont installés comme une ombre sur les rires de Sophie, plantant le doute que je n'arrivais pas tout à fait à chasser. La première fissure est apparue quelques jours avant Noël. Ma mère a appelé, le ton aussi sec que d'habitude, et a demandé ce que Sophie porterait. Quand je lui ai parlé de la robe en velours rouge que Sophie avait choisie, elle a marqué une pause, puis a fait remarquer, ça a l'air beaucoup trop enfantin pour son âge. Emma s'habille toujours si élégamment maintenant qu'elle a 14 ans. J'ai serré la mâchoire, mais j'ai ravalé ma répartie. Plus tard dans l'après-midi, mon frère Michael a appelé. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Maman ne t'a jamais pardonné d'être une mère célibataire, a-t-il dit sèchement. Tu le sais, n'est-ce pas? Ces mots coupés comme toujours, rouvrant la blessure que j'avais essayé d'enterrer des années auparavant. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de Caroline, la femme de Michael. Darinda, prépare-toi. Evelyne a dit à des parents, vous ne savez pas comment élever Sophie. Je suis resté assise là, à regarder le message, sentant cette vieille douleur fleurir dans ma poitrine. Mais quand je me suis tourné vers Sophie, elle était penchée sur la table de la cuisine, peignant soigneusement des perles en bois pour un bracelet qu'elle voulait offrir à sa grand-mère. Son visage était illuminé par la concentration et l'espoir. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai forcé un sourire, cachant la tempête en moi. Sa joie était si inébranlable, si pleine de foi, que je ne pouvais pas supporter de lui montrer ma peur. Le jour où nous avons quitté Denver, Sophie était encore en train de polir son cadeau. Elle a enfilé les perles sur un fil, l'a noué soigneusement et l'a brandi. « Tu crois que grand-mère va aimer ?» a-t-elle demandé. Ma gorge s'est serrée,
mais j'ai réussi à hocher la tête. Sur la route d'Aspen, elle a rempli la voiture de bavardages, rêvant à voix haute du sapin de Noël, de la neige, et des jeux avec ses cousins Emma et Lucas. Sa voix était vive, non entachée par les doutes qui me rongeaient. Quand nous sommes finalement arrivés dans la longue allée, la maison brillait de lumière, chaque fenêtre parée d'une perfection de fête. À l'intérieur, la table de la salle à manger était déjà mise. Verre en cristal, argenterie polie, carton nominatif soigneusement aligné à chaque place. Evelyn, Michael, Caroline, Emma, Lucas, même un marqué « Invité ». Mais pas un seul carton ne portait mon nom. Pas un seul carton ne portait celui de Sophie. Un frisson familier m'a parcouru. Cette vieille douleur d'être invisible, indésirable, est revenue comme une ombre qui rampe depuis les coins. J'ai forcé un sourire alors que Sophie sautillait à côté de moi, bienheureuse et ignorante. Pour elle, j'ai continué à avancer, mais au fond de moi, je savais que nous étions déjà mis à l'écart. La veille de Noël aurait dû être magique, mais une tension flottait dans l'air comme de la fumée. Sophie pétillait d'excitation, impatiente de partager des histoires et des rires, tandis que je remarquais comment le regard de ma mère passait au-delà d'elle, pour se poser plutôt sur Emma et Lucas. Evelyn louait leur posture, leur diction, leur bonne manière, mais reconnaissait à peine Sophie. Le contraste était cinglant. Puis mon téléphone a sonné. C'était le tribunal. Un appel d'urgence concernant une affaire d'assurance incendie sur laquelle je travaillais depuis des mois. Si je ne répondais pas immédiatement, mon client perdrait tout. Mon cœur s'est serré. Le moment ne pouvait pas être pire. J'ai dit à Sophie que je devais m'absenter quelques heures. Elle a eu l'air déçue mais a hoché la tête courageusement. Le sourire d'Evelyn était crispé, ses yeux froids alors qu'elle acceptait de surveiller sa petite fille. Ce n'était pas un réconfort, c'était un renvoi. J'ai embrassé le front de Sophie et je suis parti, le malaise me rongeant. Au bureau, je me suis plongé dans les dossiers, rédigeant des réponses sous une lumière fluorescente au lieu de bougies de Noël. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Ils ont laissé Emma et Lucas ouvrir les cadeaux. Est-ce que je peux? J'ai répondu rapidement. Bien sûr, ma chérie. 1 heure plus tard, un autre message a éclairé l'écran. Mamie a dit que je ne suis pas sa petite fille. On peut partir? Mes doigts se sont engourdis. Les mots sont devenus flous, mais le travail me clouait à mon bureau. Je me suis forcé à rester, chaque seconde plus lourde que la précédente. 3 heures plus tard, je suis revenu en courant, la poitrine serrée d'effroi. Par l'embrasure de la porte de la salle à manger, j'ai vu la famille réunie, les couverts cliquetant contre la porcelaine. 6 chaises étaient occupées. Evelyn, Michael, Caroline, Emma, Lucas, et une marquée pour un invité spécial, mais aucune pour moi, aucune pour Sophie. Evelyn a à peine levé les yeux. Nous pensions que tu serais en retard, alors nous n'avons pas mis de couvert. Sa voix était désinvolte, mais la cruauté sous-jacente était tranchante. J'ai filé à l'étage et j'ai trouvé Sophie recroquevillée sur le lit. Sa robe rouge froissée, les joues striées de larmes. Elle serrait le bracelet qu'elle avait fabriqué comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Entre deux hoquets, elle m'a tout raconté. Evelyn s'était penchée près d'elle et avait dit « Tu n'es pas ma vraie petite fille. Sors d'ici. » Ensuite, elle avait été bannie du salon, interdite de se joindre à la table. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone. J'ai enregistré Sophie racontant chaque mot, sa petite voix tremblante mais claire. Une preuve, quelque chose que personne ne pourrait déformer. Je l'ai serrée dans mes bras, la rage et le chagrin s'en mêlant dans ma poitrine. Alors qu'elle enfouissait son visage contre moi, j'ai fait un vœu. Personne n'humilierait plus jamais mon enfant de cette façon. Pas tant qu'il me resterait un souffle de vie. J'ai ramené Sophie en bas, sa petite main tremblant dans la mienne. Le cliquetis des fourchettes contre la porcelaine s'est arrêté à l'instant où nous sommes entrés dans la salle à manger. Tous les visages se sont tournés. Michael s'est figé en pleine bouchée. Les yeux de Caroline allaient et venaient nerveusement et Evelyn a simplement levé le menton, imperturbable. Elle doit apprendre les bonnes manières, a annoncé froidement Evelyn, comme si Sophie n'était même pas là. C'est pour ça qu'elle n'a pas été invitée à table. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix fragile de Sophie a rempli la pièce. Mamie a dit que je ne suis pas sa petite fille. Un lourd silence est tombé.
La fourchette de Caroline a heurté son assiette. Même Emma et Lucas se sont agités, mal à l'aise. Evelyne, cependant, n'a pas bronché. L'amour se mérite, il ne se donne pas, a-t-elle déclaré, le ton sec. Elle n'a pas mérité sa place. L'audace de ses propos m'a presque coupé le souffle. Mais avant que je puisse parler, Michael a craqué. Sa voix s'est brisée sous le poids de la tension. Maman m'a fait signer des papiers, a-t-il lâché. Elle a dit que Darinda ne méritait rien en héritage, qu'elle faisait honte à cette famille. Elle m'a fait la déshériter. Les mots ont atterri comme une bombe. Le visage de Sophie a pâli alors qu'elle comprenait ce qu'elle venait d'entendre. Ma propre fureur a flambé, assez chaude pour me faire trembler. J'ai stabilisé ma voix. Il ne s'agit pas d'héritage, ai-je dit, en fixant Evelyne dans les yeux. Il s'agit de cruauté envers un enfant, votre petite fille. Le masque d'Evelyne s'est fissuré, son visage est devenu rouge, et elle a jeté sa serviette sur la table. Si tu sors maintenant, ne t'attends pas à revenir un jour, a-t-elle crié, sa voix tremblant de rage. J'ai serré plus fort la main de Sophie, prête à la protéger avec tout ce que j'avais. Mais avant que je puisse parler, elle s'est dégagée et s'est tenue seule. Ses genoux tremblaient, mais sa voix, bien que brisée par les larmes, a résonné dans la pièce. Je pensais que Noël, c'était l'amour, pas la honte, a murmuré Sophie, puis plus fort. Je pensais qu'être une famille, ça voulait dire se soucier les uns des autres, pas se faire du mal. Ces mots ont percé plus profondément que n'importe quelle accusation que j'aurais pu lancer. La table est tombée dans un silence complet. Caroline a baissé les yeux, la culpabilité traversant son visage. Emma regardait Sophie, ses propres joues rougissant de regret. Lucas se tortillait sur sa chaise, honteux. Puis l'impossible s'est produit. Mon père, Thomas, dont le silence avait toujours été le bouclier d'Evelyne, a laissé échapper un sanglot étouffé. Des larmes striaient son visage alors qu'il murmurait « Barbara, tu es allée trop loin ». Pour la première fois de ma vie, il prenait mon parti. J'ai de nouveau pris la main de Sophie, la poitrine lourde de fierté et de douleur. C'était le moment. Je le savais avec une clarté plus tranchante que le verre. Je pouvais continuer à endurer. Continuer à laisser Evelyne dicter le sens de la famille, ou je pouvais couper le cordon une bonne fois pour toutes. Sophie m'a regardé avec ses joues tachées de larmes, attendant. Je lui ai serré la main en retour. La décision était déjà prise. La pièce était figée dans l'écho des mots de Sophie. Les fourchettes gisaient abandonnées, les yeux écarquillés d'inconfort. Même le feu qui crépitait dans l'âtre semblait se taire. Le visage d'Evelyne était un masque de fureur, ses lèvres pincées, les yeux brillants d'une rage froide. Michael fixait son assiette comme s'il pouvait disparaître dedans, les épaules voûtées de honte. Caroline, cependant, a croisé mon regard à travers la table. Son expression était conflictuelle, mi-peur, mi-sympathie, comme si quelque chose en elle aspirait à se libérer. Je me suis levé lentement de ma chaise, le poids des générations pesant sur moi, et j'ai stabilisé ma voix. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour être sa mère, et elle n'a pas besoin de mériter votre amour. La vérité a résonné dans la salle à manger comme un coup de marteau. J'ai sorti de mon sac la petite boîte sur laquelle Sophie avait travaillé pendant des semaines. Elle avait mis son espoir dans chaque perle, chaque nœud du bracelet destiné à Evelyne. Je l'ai ouvert. J'ai laissé la lumière capturer sa beauté artisanale. Puis j'ai refermé le couvercle en le faisant glisser dans mon sac à main, et j'ai dit, ceci appartient à quelqu'un qui en connaît la valeur. Les narines d'Evelyne se sont dilatées, mais elle n'a rien dit. Son silence était plus éloquent que ses paroles. Sophie s'est pressée contre moi, son petit corps tremblant, mais le menton levé avec une fierté tranquille. J'ai su à ce moment-là qu'elle me regardait, non seulement comme sa mère, mais comme sa protectrice, son bouclier, sa preuve que la cruauté n'avait aucun pouvoir là où l'amour tenait bon. Alors que je me tournais pour partir, Caroline a soudainement bougé. Elle a attrapé sa pochette, a glissé quelque chose dans ma main sous la nappe. Ses doigts se sont attardés un bref instant, ses yeux se fixant sur les miens avec une supplique silencieuse. Prends-le. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau sans attirer l'attention. Dehors, dans la salle à manger, alors que Sophie boutonnait son manteau de ses mains tremblantes, je l'ai sorti. Une simple enveloppe blanche, au bord net. À l'intérieur, une pile de papiers photocopiés, des documents juridiques. Mes yeux ont rapidement parcouru le texte, mon pouce accélérant. C'étaient les papiers de la succession.
La preuve qu'Evelyn avait manipulé le testament, me privant de tout droit et consolidant tout sous Michael. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement une trahison familiale. C'était une arme qu'Evelyn avait brandie pendant des années, déguisée en valeur familiale, et maintenant, entre mes mains, se trouvait la preuve. J'ai remis l'enveloppe dans mon manteau, les zippé fermement, puis j'ai pris la main de Sophie. Ses petits doigts se sont enroulés dans les miens avec une confiance qui, au même instant, m'a brisée et reconstruite. Ensemble, nous sommes sortis de la salle à manger, passant devant le sapin scintillant et la table soigneusement dressée, passant devant les traditions creuses qui ne nous avaient jamais rendues entières. Alors que la porte se refermait derrière nous, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas connue depuis des années, la décision était prise, la ligne était tracée. J'avais choisi ma fille, et je ne regarderai jamais en arrière. De retour à Denver, le silence de ma maison de ville semblait plus lourd que la salle à manger résonnante d'Aspen. Sophie était recroquevillée sur le canapé avec une couverture, enfin endormie, ses joues tachées de larmes pressées contre un oreiller. Je me tenais dans la cuisine, le téléphone à la main, regardant les preuves que je portais maintenant, l'enregistrement de la voix tremblante de Sophie, les documents que Caroline m'avait glissés, la preuve de la manipulation. Ensemble, ils peignaient un tableau trop cru pour être ignoré. Le lendemain matin, j'ai envoyé les deux par courriel au conseil philanthropique d'Aspen, le conseil que ma mère présidait depuis des années. Evelyn avait bâti sa réputation sur les valeurs familiales, ses discours polis avec des mots sur la tradition et la responsabilité. Je voulais qu'ils entendent ce que la famille signifiait derrière ses portes closes. À la fin de la semaine, le premier titre est apparu dans l'Aspen Daily. La mondaine Evelyn Palmer sous le feu des critiques après avoir humilié sa petite fille. L'histoire s'est répandue rapidement, murmurée autour de lattes et de chalets de ski et discutée avec dégoût au country club qu'elle chérissait. Son image parfaite s'est fissurée, et une fois la première fissure apparue, le reste de sa façade a commencé à s'effondrer. Les membres du conseil ont exigé des réponses, certains étaient horrifiés par l'enregistrement, d'autres par la preuve de la falsification de la succession. En quelques jours, on a demandé à Evelyn de démissionner de son poste. Ce à quoi elle s'était accrochée pendant des décennies, son pouvoir, son prestige, sa réputation sans tache, lui a glissé des mains en une chute rapide et impitoyable. Michael m'a appelé, la voix tendue par la panique. Darinda, as-tu la moindre idée de ce que cela fait au nom de la famille, à ma pratique, à mes enfants? Je l'ai interrompu. Michael, il ne s'agit pas de ta réputation. Il s'agit de ce que notre mère a fait à ma fille. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Caroline, ferme et tranchante. Si tu continues à prendre le parti de ta mère, je partirai. Je n'élèverai pas nos enfants dans son ombre. Pour la première fois, j'ai cru entendre Michael hésiter. Les loyautés du garçon en or se divisaient, des fissures se formaient là où je n'en avais jamais vu auparavant. Et puis, un soir, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. J'ai failli ne pas répondre. Son silence cette nuit-là avait été sa propre trahison, mais quelque chose m'a poussé à accepter. Darinda, a-t-il dit, la voix mal assurée. J'aurais dû te protéger, toi et Sophie. J'aurais dû parler il y a des années, et je ne l'ai pas fait. Je ne resterai plus silencieux. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. L'homme qui avait passé sa vie à arrondir les angles, à prétendre que tout allait bien, rompait enfin les rangs. Sa voix portait le poids de décennies de regrets. Et bien que cela n'effaçât pas le passé, c'était la chose la plus proche du courage que j'ai jamais entendu de sa part. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise dans le silence, fixant la fenêtre sombre, mon reflet me regardant. Les mots de mon père comptaient, mais les blessures que ma mère avait creusées étaient encore à vif. Le pardon, s'il venait un jour, serait un long chemin. Pour l'instant, il suffisait de savoir que le règne de silence et de cruauté d'Evelyn se fissurait enfin. Et pour la première fois, elle n'était plus intouchable. Au moment où le printemps est arrivé à Denver, les aspérités de cette nuit de Noël avaient commencé à s'adoucir. La neige avait fondu sur les trottoirs. Des jonquilles pointaient dans les jardins du quartier, et notre maison semblait plus calme, plus sereine, plus sûre. Evelyn n'appelait plus, ne laissait plus de messages vocaux glaciaux. En vérité, elle n'existait plus dans notre vie quotidienne. Et pour la première fois, cette absence ressemblait à de la liberté. Sophie avait trouvé sa propre façon de guérir. Un samedi après-midi, elle était assise à la table de la cuisine, entourée de pères et de fils, de la même manière qu'en décembre. Mais cette fois,
elle ne fabriquait rien pour quelqu'un d'autre. D'une main sûre, elle a enfilé les perles pour former un bracelet aux couleurs vives de bleu et de vert, puis l'a passé autour de son propre poignet. Me regardant, elle a souri, sa voix pleine d'une certitude tranquille. Celui-ci est pour moi, parce que je connais ma valeur. Ces mots m'ont frappé comme un rayon de soleil perçant les nuages. Elle n'attendait plus l'approbation de sa grand-mère. Elle ne se pliait plus pour correspondre à la mesure de valeur de quelqu'un d'autre. Elle la revendiquait pour elle-même. Une semaine plus tard, Caroline et Emma sont passées. Caroline avait l'air fatiguée, mais il y avait une résolution dans sa posture que je n'avais pas vue auparavant. Emma s'est attardée près de Sophie, traînant les pieds, puis a finalement lâché. Je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose cette nuit-là. Sophie l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit doucement. Maintenant, nous savons ce que signifie vraiment la famille. Des larmes me sont montées aux yeux alors que je serrais Sophie dans mes bras. Dans cette étreinte, tout est devenu clair. La famille, ce n'est pas le sang. C'est qui se tient à vos côtés quand l'amour est mis à l'épreuve. Ce soir-là, Sophie et moi étions assises ensemble sur le porche, la douce chaleur du soleil couchant nous baignant. L'air sentait la terre fraîche et les lilas en fleurs. Sophie balançait son poignet à la lumière. Les perles de son nouveau bracelet captaient les rayons du soleil, projetant de minuscules étincelles de couleur sur les planches de bois sous nos pieds. Nous n'avions pas besoin d'Aspen. Nous n'avions pas besoin de l'approbation d'Evelyne. Nous avions l'une l'autre. Et c'était suffisant. Alors que l'air printanier nous enveloppait, j'ai réalisé que c'était plus qu'une fin. C'était un début. Deux silhouettes sur un porche, baignées de lumière, choisissant leur propre définition de la famille.